savez, il faut réguler ce qui est régulable. Et le journalisme aujourd'hui se remet en cause. Les professeurs vous disent ça mieux que moi. J'ai aujourd'hui de la difficulté, je rencontre des difficultés à réguler. Au point où vous avez dû constater que les méthodes fortes que j'avais appliquées lorsque je suis venu à la tête de l'organe de régulation de notre pays, ces méthodes fortes aujourd'hui sont pratiquement fragilisées par moi, par moi-même. C'est que je le sanctionne. Ça ne vaut plus la peine de sanctionner. Et avec ces mêmes professeurs, nous sommes allés, ils nous ont aidés lors de la remise en question totale de la pratique journalistique dans notre pays, aux assises, le 28, qui se sont tenues du 26 au 28 octobre 2018. Nous avons remis le journalisme à plat. Mais ce n'est pas tout. Avec ce que je viens d'apprendre ce matin, j'ai dit, mais les assises n'étaient donc pas suffisantes. Il y a encore à retirer, il y a encore à refaire. C'est pourquoi moi je crois que les résolutions que nous avons prises tendant à changer l'environnement à travers la remise à plat des lois sur le journalisme, il faut encore revoir ces textes. Heureusement que les textes d'application n'existent pas. Et nous attendons que les nouvelles lois sortent. Mais il faut encore que nous nous asseyions avec ces spécialistes pour revoir le fond en compte ces lois. Parce que là, la prise en compte du journalisme est moins très faible. Il faut tenir compte du journalisme. Le journaliste n'a pas le droit de tout dire, comme le public n'a pas le droit de tout savoir. Philippe Mvo, président du Conseil supérieur de la liberté de communication, au micro des journalistes, donc le 17 octobre 2019, qui s'exprimait justement sur la difficulté de réguler le secteur des médias, notamment avec la dynamique des médias en ligne et du e-journalisme. Mais il nous dit exactement ici que voilà, il faut composer avec le e-journalisme, on a besoin du e-journalisme au Congo. Et justement, il s'exprimait quelques jours avant la tenue la première édition des ateliers du e-journalisme, parce que justement, c'est dans l'air du temps. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler du e-journalisme. Bienvenue sur la radio Mokonzi. Bienvenue sur la radio Mokonzi. En tout cas, je suis vraiment super content de vous avoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Vous êtes bien sur la radio des entrepreneurs congolais. Je m'appelle Kevin et comme vous avez pu le constater, on va aujourd'hui parler de e-journalisme. Les médias en ligne, le journalisme en ligne, le journalisme digital. Vous avez entendu juste avant le président donc du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvo, qui s'exprimait donc le 17 octobre 2019 sur justement les questions de e-journalisme, s'il fallait réformer ou pas les lois pour pouvoir inclure le e-journalisme, et s'exprimait donc l'année dernière, justement un petit peu avant la première édition des ateliers de e-journalisme. Et cette année, la plateforme Boost donc a réitéré cet événement. Ils ont lancé donc la deuxième édition de cet événement de ces ateliers sur le e-journalisme. Donc Elvin Gomo et Michael Gassé, donc les promoteurs de cet événement, ont travaillé d'arrache-pied, si je puis dire, pour rencontrer les autorités, pour organiser cet événement qui est très important, je pense, parce qu'il faut parler du e-journalisme. Mais vous avez entendu l'année dernière, le président Mvo a été en train justement de rappeler l'importance du e-journalisme, et tout ce qu'il a dit est toujours d'actualité aujourd'hui, et c'est ce qui est, je crois, assez important, ce qui montre aussi que depuis un an les choses n'ont pas beaucoup changé. Donc c'est pour ça que nous on félicite un petit peu cette initiative de e-journalisme, parce que justement le fait que les choses n'avancent pas trop, ça donne l'envie, et ça donne je pense que c'est un indicateur qui nous permet de nous dire quand même qu'il faut continuer à travailler là-dessus, qu'il faut travailler sur cette problématique-là. Et on va regarder ensemble quelles sont un petit peu les problématiques des médias au Congo, que ce soit les médias en ligne ou les médias, on va dire, traditionnels. Mais tout d'abord, j'aimerais juste vous donner une petite définition de ce que c'est que le e-journalisme, parce que c'est vrai que moi, au début, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est le e-journalisme ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de différent du journalisme traditionnel ? Et la définition que moi j'ai trouvée, c'était la suivante. Donc le e-journalisme, c'est donc le journalisme digital, qui est une forme contemporaine du journalisme,
où le contenu éditorial est diffusé principalement sur Internet, contrairement aux médias traditionnels qui, eux, utilisent l'impression papier, la radio et la télévision. Donc juste pour qu'on comprenne bien, l'impression papier, la radio et la télévision, avant Internet, c'est de cette façon-là qu'on communiquait. On communiquait sur ces supports-là. Et pour la radio et la télévision, vous aviez besoin d'avoir des fréquences pour pouvoir justement transmettre votre information. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Internet est devenu une sorte de fréquence transversale qui permet justement de transmettre du texte, de l'audio, de la vidéo et toute autre forme hybride de médias qui va permettre de transmettre donc une information et de communiquer avec les autres. Et l'avènement des réseaux sociaux prouve justement que voilà, on peut mixer un petit peu tous ces différents types de communication. Alors c'est vrai que le e-journalisme, ce n'est pas différent vraiment du journalisme traditionnel, hormis la manière dont vous utilisez les médias, on va dire les canaux pour transmettre votre information, mais principalement vous êtes sur Internet. C'est ce qu'il faut retenir. Alors pourquoi on parle de e-journalisme ? Ça c'est quand même une question qui moi m'a interloqué à plusieurs reprises. Pourquoi on parle de e-journalisme ? Nous, notre perception, elle est assez simple, c'est se dire que il y a beaucoup de barrières d'entrée pour lancer son entreprise au Congo, puisqu'il faut pas oublier que l'ouverture d'un organe de presse, au-delà des accréditations, c'est quand même ouvrir une entreprise. Et tout le monde au Congo n'a pas la capacité d'ouvrir une entreprise. Pas parce qu'ils ne sont pas prêts, mais parce qu'effectivement, ça demande beaucoup d'argent. Ne serait-ce que les formalités, ne serait-ce que capitaliser son entreprise, ne serait-ce que pour obtenir du matériel, etc., etc. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et ce n'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir ouvrir un organe de presse et mettre suffisamment d'argent pour lancer son entreprise. Donc, je pense qu'il y a déjà un frein à ce niveau-là. On va écouter Elvin Gomo, qui s'exprimait donc au micro de Instant e-journalisme juste un petit peu avant l'organisation de la 2e édition des ateliers de e-journalisme, et il nous explique un petit peu qu'est-ce qui le motive et quel est le but en fait de ces ateliers. Pour en parler avec nous, Elvin Gomo, il est formateur en communication digitale. Il est également membre du comité d'organisation des ateliers e-journalisme. Bonjour Elvin Gomo. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Expliquez-nous d'abord le pourquoi des ateliers e-journalisme. Écoutez madame, les ateliers de e-journalisme sont nés de la volonté d'un certain nombre de professionnels, composés en partie des journalistes, des professionnels en technologie numérique, des juristes, mais aussi des universitaires, qui se sont constitués donc autour de la plateforme Boost, avec pour principale mission qui est celle de professionnaliser les secteurs des médias en ligne en République du Congo. Lorsque je parle de professionnaliser, je fais allusion notamment au cadre juridique sur lequel doit se reposer l'officialisation des médias en ligne au Congo, mais il y a aussi des questions éthiques, déontologiques et de rédaction journalistique orientée web. Il y a aussi des questions sur les outils de présence en ligne, mais nous parlons aussi aujourd'hui des nouveaux modèles économiques. Donc voilà un tout petit peu. La plateforme Boost aujourd'hui vise quoi ? Vous visez quoi ? Quel est votre intérêt d'organiser ces ateliers-là ? Vous avez quelle idée derrière la tête ? Il n'y a pas vraiment d'idée derrière la tête. Comme j'ai précisé en amont, ce que nous voulons, c'est professionnaliser les secteurs des médias en ligne en République du Congo. Et c'est justement sur cette lancée que nous sommes en train de travailler. Et si on peut avoir une presse, en fait, dans la presse en ligne qui est assez professionnelle, je pense que ça va non seulement agrandir un peu l'assiette des médias, qui aura justement pour conséquence l'employabilité de beaucoup de jeunes qui se forment justement dans le secteur du journalisme, mais ça va permettre aussi à ce qu'on ait des informations de qualité sur la toile,
et que ça va être des contenus made in Parce Congo. qu'Internet Voilà. n'est qu'un moyen de diffuser l'information. Justement, Ouais. et tout ce qui va sur Internet, ce sont des gens en fait qui... Parce que ça va toucher voilà. en un temps record de milliers de personnes. Alors on aura compris, le e-journalisme au Congo et notamment les médias en ligne sont un vrai sujet pour Elvin Gomo et les organisateurs de cet événement. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire pour les médias en ligne qui ont besoin d'une certaine forme de reconnaissance. Et puis surtout, je pense que là où ils ont tout à fait raison, c'est qu'on a besoin de dresser un peu un panorama des médias en ligne au Congo, montrer un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils disent, et que ça permette aussi de pouvoir avoir des Congolais qui s'intéressent à ce qui se passe en ligne aussi, et que ce ne soit pas juste du bouche à oreille, qu'on puisse vraiment aussi en parler. Je pense que c'est très important. Malheureusement, et je vais le dire un petit peu parce que c'est pas ce que j'ai retrouvé dans les ateliers, on n'a pas vu beaucoup de médias en ligne, et moi j'en ai trouvé une trentaine à peu près. Je vais en citer quelques-uns que je connais et que je regarde de temps en temps. Ce sont des médias en ligne, alors il y en a qui sont au Congo, d'autres qui ne sont pas au Congo, mais je pense que malgré la distance, on peut quand même trouver avec Internet le moyen de connecter les uns et les autres. Alors par exemple, vous avez Minute Entreprise, vous avez Bakambi, vous avez le journal de Brazza TV, vous avez les Échos de Brazza, Je m'informe TV, Ziana TV, Brazza News, Vox Congo, Sled Congo Media, Zenga Mambu Congo, Epanza Makita, Le Nouveau Regard, Mboka TV, Vérité 242, Média Investigation, Debriefing Media Channel, Congo Liberty, Radio Live Chicago, bref. Voilà un petit peu, et je pense qu'on peut mettre aussi mokonzi.com dans cette liste. Hein, évidemment, nous ne sommes pas des journalistes, nous ne sommes pas là pour rapporter de l'actualité, mais voilà, nous on est aussi un média. Donc je pense que voilà, on a beaucoup de médias en ligne. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça nous permet un petit peu de contrebalancer un certain nombre de médias que nous avons et de ne pas se limiter en fait aux médias que nous avons au Congo, comme les Dépêches, comme la Semaine africaine et les autres journaux papier qui sont disponibles. Mais bon, tous ces médias parlent du Congo, parlent de ce qui se passe. Et je pense que c'est très important pour la diaspora, qui est un petit peu éparpillée partout dans le monde, que ce soit entre la Chine, les États-Unis, l'Europe, d'autres pays d'Afrique, de voir un petit peu ce qui se passe au Congo, pour que tout le monde reste informé. Le Congo, c'est notre pays, ça nous appartient. Donc c'est important, peu importe où on est, de pouvoir savoir ce qui se passe. Voilà. Alors, évidemment, les ateliers n'avaient pas pour but de répondre à des problématiques, je crois, vis-à-vis des médias, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup et on va en lister quelques-unes et vous allez comprendre que c'est pas en 2 jours qu'on peut régler tous les problèmes des médias au Congo et encore plus des médias en ligne, mais il y a quand même des éléments qui auraient pu être discutés. Il y aurait quand même pu y avoir des partenaires qui auraient pu peut-être s'inscrire dans cette dynamique-là et venir un petit peu assister à ces ateliers pour justement donner un coup de pouce sur certaines questions. Par exemple, les modèles économiques. Je crois que c'est quelque chose qui est très important et ceux qui nous écoutent ont certainement eu à côtoyer des journalistes au moins une fois dans leur vie, à passer à la télé ou passer à la radio, ce qui a été mon cas. Moi, j'ai déjà passé plusieurs fois à la télé et aussi à la radio. Mais la manière dont le journaliste fonctionne, la manière dont son modèle économique fonctionne, bon, eux-mêmes se plaignent du fait que ce n'est pas quelque chose qu'ils voudraient garder. Il y a besoin de modifier un petit peu tout ça. Bon, je crois que c'est quand même une question qu'il faut aborder parce que c'est une question qui touche vraiment l'entrepreneuriat, pas seulement les organes de presse, mais tous ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs. Vous avez besoin de constituer votre modèle économique de telle manière à ce qu'il puisse évoluer avec le temps. On vient de voir, on est en pleine période de Covid, donc forcément les choses changent, on est obligé de se réadapter, de changer nos habitudes, nos clients aussi vont changer, auront besoin de nouveaux services, de nouveaux produits certainement. On a eu les masques, on a eu le gel hydroalcoolique, les gants aussi, c'est vrai que ça a été très important, les visières, enfin bref, il y a eu de nouvelles habitudes qui se sont créées et donc vous devez vous adapter par rapport à ces changements-là. Aujourd'hui c'est le Covid, demain ça sera peut-être autre chose.
Demain, on a les élections présidentielles et il n'y a rien qui nous garantit que les choses vont se passer dans le calme, qu'il n'y aura pas d'heurts. On a bien vu comment ça s'est passé en 2016. Mais tout ça fait que vous devez vous adapter. Votre modèle économique est là pour être flexible et s'adapter en fonction des situations. Ensuite, vous avez toute la partie financement. Et c'est vrai que financement, ça veut dire aussi être capable de payer les salaires à temps, ça veut dire être capable de recruter du bon personnel, ça veut dire être capable de renouveler tout ce qui est matériel, ça veut dire aussi être capable de se protéger, parce que les journalistes aussi, on le dit pas assez souvent, mais sont victimes d'harcèlement, sont victimes de violence. Et comment vous faites pour vous protéger contre tout ça? Il y en a qui sont poursuivis en justice, qui sont traînés devant les tribunaux, qui sont arrêtés de manière arbitraire. Ça, ce sont des vraies choses, mais vous avez besoin d'un avocat, vous avez besoin de gens qui sont là pour vous défendre. Vous devez avoir une sorte de ceinture de sécurité qui vous permet de vous défendre en cas de. Et ça, c'est important, mais ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent. Ensuite, bon, on l'a vu un petit peu, mais c'est toute la structuration d'un organe de presse. Et je dis pas simplement de dire que bon, vous avez votre chef d'édition, vous avez votre rédacteur en chef, etc. Non, mais c'est avoir en fait la colonne vertébrale d'une entreprise type. C'est-à-dire que vous devez avoir une comptabilité, vous devez avoir quelqu'un qui gère certainement l'internet, vous devez avoir certainement quelqu'un qui gère tous vos problèmes juridiques, parce que vous en aurez besoin. Vous devez évidemment avoir quelqu'un qui s'occupe du personnel, d'accord ? Vous devez avoir plusieurs casquettes comme ça. Alors qu'elles soient prises par des employés ou que ce soit des tâches cumulées par une ou deux personnes, peu importe, mais ce qu'il faut, c'est vraiment bien diviser le travail et savoir exactement comment vous allez organiser votre organe de presse. Je crois que pour ces organes de presse qui existent, ils sont plus ou moins structurés, mais il y a un vrai problème peut-être de financement, il y a un vrai problème de structuration à ce niveau-là. Ensuite, une autre problématique qui revient très souvent, et le président Mvo l'a dit justement, parce que bon, il y a eu les assises nationales de la presse qui devaient être le grand rendez-vous de la presse au Congo, des médias. Un grand rendez-vous donc pour parler de tous les problèmes de la presse, des médias, des journalistes. Et justement, on a Arsène Séverin, qui est journaliste au Congo et qui s'exprimait justement au micro il y a 2 ans pour donner un petit peu son point de vue sur les journalistes au Congo. Une presse qui n'est peut-être pas contrôlée. Tout le monde est journaliste au Congo. Et il faut qu'il y ait une vraie réglementation pour le statut du journaliste au Congo. Et que le journaliste vive de son métier. Souvent, il y a beaucoup d'aventures, surtout pour ceux qui travaillent dans les médias privés. Et ils ne sont pas payés, sinon pas bien payés. En ce moment-là, ils se livrent à tous les antivaleurs possibles pour pouvoir vivre et exercer leur métier. La protection des journalistes au Congo, c'est une vraie question, c'est un vrai débat, c'est une vraie préoccupation pour les journalistes, parce qu'effectivement, on mesure la démocratie par rapport à la liberté que nous donnons aux journalistes. Mais ce qui est vrai, c'est que on se souvient tous de ces petites affaires qui sont des fois des faits divers ou des affaires beaucoup plus importantes, comme notamment l'affaire de Rossi Lotuna, qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, sur Internet et ailleurs, même au Congo, puisque Rossi Lotuna en fait est un journaliste de Télé Congo qui travaille en tant que présentateur du journal de 20h. Et ce monsieur donc a été suspendu verbalement par sa direction, donc par son directeur général, pour aucune raison apparente. C'est pour ça que les gens se sont offusqués et ont été scandalisés de cette décision. Et évidemment, le Conseil supérieur de la liberté de communication s'est saisi de cette affaire, mais moi je voulais quand même vous dire, et c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'il y a eu beaucoup de faits divers comme ça, de journalistes qui ont été accusés, qui ont été mis en prison, qui ont été arrêtés de manière arbitraire. Et la protection des journalistes, c'est une vraie question. Comme je l'ai dit, c'est un vrai débat qu'il faut avoir. Nos amis de la plateforme Boost auraient dû peut-être faire un atelier là-dessus pour en parler un petit peu plus, parce que je crois que c'est vraiment d'actualité, c'est un problème qui est récurrent et qui n'a toujours pas été réglé. Mais ce qui m'a choqué par exemple, c'est la phrase que donne Asie Dominique de Marseille. Alors quelqu'un qu'on ne présente plus parce que c'est quelqu'un qui, quand il parle, il aboie. Il n'y a que quand il est calme qu'il parle vraiment. Et à chaque fois qu'il est passionné par quelque chose, il aboie. Il
est toujours dans cette forme de communication, dans cette forme de parole. Sa prise de parole est toujours... Mais je vais vous épargner justement tout le long discours où il essaie toujours de convaincre en aboyant. Mais par contre, ce qu'il dit, me choque sur l'institution qui est le Conseil supérieur de la liberté de communication, parce qu'on a l'impression que... Et puis c'est vrai que c'est un conseil qui ne sait pas communiquer, ils n'ont pas de site internet, ils n'ont pas de campagne, on n'a aucun plan d'action sur ce qu'ils ont à faire en tant que régulateur. Vous prenez la RPCE, ça n'a rien à voir, ils sont quand même à un autre niveau. Donc voilà, moi je vous laisse avec ce petit clip là, qui je pense va en étonner plus d'un. On pose la question à C. Dominique de Marseille, ou plutôt il répond à une question en anticipation en disant mais si Rossi Lotuna n'est pas réinstitué dans ses fonctions, qu'est-ce que vous allez faire? Et voilà ce qu'il répond. Non, oui, dans cette affaire, l'affaire de Rossi Lotuna, quelqu'un dit maintenant si la télévision ne réhabilite pas Rossi Lotuna, qu'est-ce que vous allez faire? Nous n'avons peut-être rien fait. Mais nous voulons montrer au gouvernement et au chef de l'État et au Conseil constitutionnel que voilà comment fonctionnent les institutions chez nous. Alors on se rend compte que cette phrase est vraiment, je pense, symbolique de l'importance qu'est la protection des journalistes au Congo. Et on se rend bien compte que, évidemment, le Conseil supérieur de la liberté de communication n'a pas la capacité de pouvoir complètement protéger les journalistes, si ce n'est d'en parler. Mais de toute façon, la meilleure protection, je pense que c'est d'en parler. C'est de mettre à jour tout ce qui nous paraît comme étant des dérives. Et je pense qu'on commence à le faire, que ce soit sur des événements du quotidien, puisque chacun a son téléphone aujourd'hui, chacun peut devenir mini-reporter et montrer un petit peu les défaillances d'un système qui sont connus de tous depuis très longtemps, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de la santé, et là on parle aujourd'hui des médias. Et des cas comme celui de Rossi Lotuna, de Fortuna Ngolali et de plein d'autres journalistes qui ont été victimes aussi, je pense, d'attaques personnelles par des gens qui détiennent un peu d'autorité dans ce pays. Je pense que ça réveille un petit peu les consciences. Voilà. En tout cas, voilà ce qui est fait pour nous. Vous avez bien sûr les réseaux sociaux. Vous avez Facebook, Instagram, Twitter, vous pouvez réagir sur ces plateformes-là. Vous pouvez également réagir sur notre site internet, mokonzi.com. N'hésitez pas, laissez-nous vos commentaires, vos remarques. S'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on puisse un petit peu discuter, qu'on puisse aborder. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va revenir sur les modèles économiques. Ça, c'est une vraie question, c'est une vraie problématique. Et j'espère que on aura plein de questions à ce sujet-là. Donc n'hésitez pas, écrivez-nous. Voilà. Donc on est là, on se tient à votre disposition. Merci beaucoup, passez une bonne semaine, bonne journée. Soyez en passant qu'il n'y a pas de démocratie sans presse.
Soit dit en passant qu'il n'y a pas de démocratie sans presse.